Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir, même si c'est de façon virtuelle, au sein du Conservatoire national des arts et métiers, dans notre amphithéâtre Abbé Grégoire, qui porte le nom de notre fondateur. Je voudrais d'abord remercier le président Enrico Letta, saluer Madame la ministre, saluer aussi Madame la vice-présidente, chère Nicole, saluer le directeur général Sébastien Maillard, et vous saluer toutes et tous, élus, amis, collègues, et notamment les intervenants. Je voudrais remercier évidemment, et parce que c'est un message important, le Premier ministre Enrico Letta d'avoir choisi le Conservatoire pour cette manifestation qui sera, vous l'avez compris, en mode Covid, en distanciel, mais qui a lieu, et c'est bien l'essentiel. Mille merci aussi à tous les invités très prestigieux qui vont parler à partir de ce matin et cet après-midi et qui vont intervenir lors de cette manifestation. Le sujet, il est bien sûr crucial. Quelle sera la bonne stratégie entre l'Europe et les États-Unis ? Réjouissons-nous collectivement que l'interlocuteur américain de l'Europe changera fin janvier. Le Conservatoire est honoré et heureux d'accueillir cette manifestation, notamment parce que, évidemment, nous infléchissons notre politique vers l'Europe, qui devient un horizon fort. L'Europe est en effet un horizon que le président de la République a tracé lors de son discours de la Sorbonne, en annonçant la création d'universités européennes. Je me réjouis aussi que le Conservatoire accueille désormais l'initiative EuroApp Mobility, présidée par le ministre Jean Arthuis, pour favoriser la mobilité européenne des apprentis. Et puis, on peut, à l'occasion de cette manifestation, dire qu'il y a probablement dans chacun et chacune des séances qui vont nous réunir, il y a une dimension complémentaire peut-être à trouver aujourd'hui qui va se dégager progressivement. C'est probablement celle des valeurs communes partagées désormais entre l'Europe et les États-Unis et qui peuvent être véhiculées lors des échanges universitaires. Je pense en ce sens à l'excellent travail réalisé par Thierry Chopin pour l'Institut Jacques Delors en faveur d'une ambition culturelle, et on pourrait imaginer qu'elle soit partagée, qu'elle soit commune des deux côtés de l'Atlantique autour de notions fortes, celle de l'humanisme, celle de la liberté, celle de la tolérance. Je voudrais conclure évidemment par un hommage très sincère à Jacques Delors. Jacques Delors a été le grand Européen que nous connaissons toutes et tous, mais il a été aussi l'homme de la loi majeure de 1971 sur la promotion sociale du travail. Le CNAM sera heureux, et je l'annonce officiellement aujourd'hui, de célébrer cette très grande loi en juillet prochain, parce que Jacques Delors, en définitive, a écrit beaucoup de notre ADN. Je vous remercie. Merci Olivier Faron pour ces mots d'accueil et merci à vos équipes du Conservatoire national des arts et métiers pour leur coopération avec nous, avec mes collègues Mathieu Meunier et Benjamin Couteau, que je remercie aussi. C'est un plaisir, en dépit de la Covid, de pouvoir se retrouver effectivement dans cet amphithéâtre de l'Abbé Grégoire qui nous rappelle à nous, Institut Jacques Delors, que nous n'avons plus 20 ans, puisque c'est en ce même lieu que nous les avions fêtés en 2016. Ceci ne doit rien au hasard et je voudrais remercier ici Nico Niesotto en sa double qualité de président de la chaire Union européenne du CNAM et de vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Mais la remercier avant tout pour avoir très tôt attiré notre attention sur la présidentielle américaine et monté, il y a un an, un groupe de travail au sein de notre think tank. La pandémie aura empêché le groupe de se réunir véritablement et Nicole a accepté l'idée que j'avais soumise de tenir à la place une grande conférence dont elle a aussitôt conçu le présent déroulé. Et su attirer main intervenants de cette journée que je voudrais tous par avance profondément remercier, qu'ils soient en ligne avec nous ou qu'ils nous rejoignent ici même. Jacques Delors, que vous citiez, avec qui j'ai échangé récemment sur cette conférence, m'a chargé de vous saluer tous très chaleureusement et de vous remercier, Monsieur l'administrateur général. Et vous remercier aussi pour votre engagement, à commencer aussi par celui de la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération de l'Espagne, Arencha González, amie fidèle de notre institut, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cet événement tout à l'heure.
Permettez-moi aussi de remercier très confraternellement nos 4 modérateurs de cette journée, Alain Frachon du Monde, Jean-Marc Vittori des Échos, Sylvie Kaufmann du Monde également, et Jean-Christophe Ploquin de La Croix, qui, dans cet ordre d'apparition, animeront nos débats et seront challengés, pour employer un américanisme, nos intervenants à qui vous pourrez aussi envoyer vos questions au cours de la journée. Toute cette conférence n'eût cependant été possible sans le précieux concours de la Fondation Gulbenkian, dont je veux rappeler à cette occasion le partenariat qu'elle conduit avec nous année après année, et plus encore l'an prochain, durant la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, qui sera aussi 2021 l'année préparatoire de la présidence française du Conseil. Bien sûr, la seule présidence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la présidence américaine, c'est la future présidence Biden, ou plus exactement, c'est le type de relation que nous, Européens, aurions intérêt à nouer pour les prochaines années avec cette grande puissance incontournable. Elle nous a, au cours de ces 4 dernières années, pour le moins déboussolés, provoqués, c'est même moqué de nous. Alors qu'entreprendre à présent? Le regretté Pierre Asner le recommandait, avec les États-Unis, il faut écarter la tentation du divorce. On doit sans doute dorénavant aussi écarter peut-être la tentation du mariage, surtout s'il paraît moins consenti, moins évident qu'avant. Il y a en revanche assurément une relation étroite à tenir. Formons le vœu que cette conférence ouvre des pistes pour la réinventer. Je vous remercie tous, encore une fois, pour prendre part à ces débats. Je vous souhaite une très bonne journée et je laisse à présent Nicole Niesotto introduire nos débats. Merci Olivier Faron d'avoir bien voulu être partenaire de l'Institut de l'Or sur cette importante conférence. Merci Sébastien Maillard d'avoir préparé avec toutes les équipes de l'Institut une conférence mi-virtuelle, mi-présentielle, mi-je ne sais quoi à l'avenir, parce qu'on découvre tous les jours que, en fait, on peut avoir plusieurs modes d'existence. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, on peut même se dédoubler. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Je crois que vous êtes plus de 450 aujourd'hui à suivre nos débats, ce qui prouve que le sujet est un vrai sujet, non seulement d'experts, mais aussi un sujet citoyen. Et donc, quand j'avais proposé cette conférence, c'était parce que je pensais que Donald Trump avait une chance d'être réélu. Et je pensais qu'il fallait que l'Europe se prépare au pire et donc envisage effectivement de s'armer pour affronter cette relation. Maintenant, c'est Joe Biden qui a été élu et c'est certainement une très, très, très bonne nouvelle. Mais je crois que c'est encore peut-être une bien meilleure idée de se réunir entre Européens pour savoir comment préparer cette nouvelle mandature américaine avec un président qui ne sera pas confrontationnel, mais dont la politique risque d'être très ambiguë, très ambivalente à l'égard de l'Europe. Et autant on ne peut pas regretter la confrontation qui nous attendait avec Trump, autant on doit réfléchir à cette espèce de brouillard qui va maintenant définir la relation euro-américaine. Et c'est l'objectif de cette conférence. Je m'aperçois au moment où je parle que j'ai oublié mes lunettes. Non, ne bougez pas. Excusez-moi, il faut que cette conférence est en live. Excusez-moi. Donc, je disais que l'objectif de cette conférence, c'est essayer, avec tous nos panélistes, tous nos intervenants et toutes les questions de la salle, d'essayer de refonder cette relation euro-américaine, non pas en référence au passé, mais peut-être en essayant de préserver l'avenir. Et je voudrais juste citer, moi aussi, Jacques Delors, qui disait, je cite, « Entreprise politique sans précédent, la construction européenne requiert un effort d'innovation. Elle ne peut se couler dans aucun moule préétabli, ni même reproduire un modèle antérieur. » Cette phrase date de 2001 et j'espère qu'elle nous servira de guide pour refonder une relation transatlantique qui soit ouverte sur le futur et non pas reproductrice d'un modèle ancien. Alors, juste pendant les quelques minutes que j'ai en introduction, je voudrais essayer de
d'expliquer pourquoi le retour au bon vieux temps de l'Alliance atlantique ne sera pas possible avec Joe Biden. Alors, il y a énormément de raisons, mais je vais essayer d'en déceler quelques-unes pour terminer ensuite cette introduction en posant quelques questions dont j'espère cette conférence va pouvoir apporter des réponses. Pourquoi l'élection de Joe Biden, dont on se réjouit tous, comme l'a dit Olivier Faron, pourquoi ça ne peut pas être le retour à l'alliance d'avant? D'abord, parce qu'il y a loin entre la promesse électorale et la réalité. Souvenez-vous, avant d'être élu, Obama avait dit qu'il voulait fermer Guantanamo, et il le voulait sincèrement, je crois. Il n'a jamais pu le faire. Il voulait, dans sa grande conférence du Caire, refonder les relations entre les États-Unis et le monde arabo-musulman. Il n'a jamais pu le faire. On est allé au contraire vers un engagement militaire de plus en plus fort des États-Unis au Moyen-Orient alors qu'il ne le voulait pas. Vis-à-vis de la Russie, il a essayé au départ un reset, un redémarrage à zéro. Il n'a pas pu le faire. Les Russes ont préféré une relation plus confrontationnelle. Ça, c'est la première raison. En dépit de toutes les bonnes volontés et de tous les grands discours un peu béni oui que prononce aujourd'hui le président américain, il y a des choses auxquelles malgré tout la réalité s'oppose. Deuxième raison, le monde a changé. Le monde a changé pendant Trump et le monde a changé à cause de Trump. Par exemple, sur l'Iran, c'est une très bonne nouvelle que le nouveau président américain décide de rejoindre les efforts européens dans le cadre du traité de 2015 sur l'Iran. Mais depuis, l'Iran a changé. Depuis que Trump a quitté ce traité, les Iraniens ont réagi, notamment en reprenant peut-être des travaux d'enrichissement, notamment en développant un programme de missiles balistiques. Et donc l'Iran d'aujourd'hui n'est pas le même Iran que 2015. Et le retour avec les Européens dans une coopération pour geler la prolifération nucléaire iranienne ne se fera sans doute pas sur les termes du traité. Troisième raison, l'Amérique elle-même a changé. 60 millions d'Américains ont voté pour Trump, ce qui fait en politique intérieure une exigence pour le nouveau président des États-Unis, une exigence qui ressemble à certaines priorités de Trump, c'est-à-dire davantage de politique intérieure que de politique étrangère, davantage d'America First. Il le dit d'ailleurs, Joe Biden, dans un article publié par son conseiller dans Foreign Affairs cette année, que la force de la politique étrangère dépendra de la force intérieure, de la politique intérieure américaine. Et donc, il y aura de la part du président Biden une introversion beaucoup plus grande, une America First qui restera malgré tout, même si c'est de façon beaucoup plus démocratique, ouverte et transparente. Quatrième raison, Trump n'avait pas tort sur tout. Et je crois qu'il est difficile de nier aujourd'hui que la mondialisation profite davantage à la Chine qu'aux États-Unis. Et le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, devra en tenir compte. Il a dit qu'il valoriserait pendant son mandat le Made in America. Le Made in America. Alors, ce n'est pas du protectionnisme, mais il y a quand même de la part des États-Unis une prise de conscience qui est transpartisane sur le fait que la Chine n'est pas simplement un problème stratégique, mais c'est un adversaire global de la puissance américaine. Et je crois que ce nouveau président va causer beaucoup de soucis aux Européens en nous demandant de choisir entre la Chine et eux. Et j'espère que ce choix, nous l'éviterons. Et enfin, dernière raison ou avant-dernière raison, l'Europe n'est plus, depuis très longtemps, depuis 2011, depuis le premier mandat d'Obama, l'Europe n'est plus la priorité des États-Unis. Depuis que Obama a inventé le pivot asiatique, nous savons tous que l'Europe reste chère au cœur des Américains, mais que ça n'est plus le centre de leur intérêt, ni leur centre de leur politique étrangère, et qu'il va donc falloir que l'Europe occupe ce centre. L'Europe doit occuper le centre de l'Europe, parce que ça n'est plus le centre de la politique américaine. Donc ça, c'est une raison supplémentaire pour nous de définir ce que j'appellerais en conclusion la souveraineté européenne. J'arrive à la conclusion
en donnant d'ailleurs quand même une dernière argument pour dire qu'on ne reviendra pas au bon vieux temps de l'Alliance Atlantique. Pourquoi je n'ai pas enlevé mon masque? Personne ne me l'a fait remarquer, mais je l'enlève maintenant. C'est que l'OTAN est dans un état sans dessus-dessous. Alors que Biden veut être le chef de la démocratie, ou en tout cas le représentant de la démocratie dans le monde, il veut convoquer dans son premier mandat un sommet des démocraties à Washington dès cette année 2021. Or, il se retrouve avec l'OTAN, avec deux pays illibéraux, autoritaires, la Pologne et la Hongrie, qui remettent en cause l'état de droit, et avec la Turquie, qui est tout sauf démocratique en ce moment. Et donc, être le chef des démocraties dans une OTAN où il y a au moins 3 pays autoritaires, ça laisse supposer que Joe Biden aura beaucoup de mal à rétablir son leadership. Je termine en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Que peuvent faire les Européens dans tout cela? J'espère, en conclusion de cette journée, avoir quelques idées à mettre sur le papier pour répondre à cette question. Je voudrais juste terminer en levant un malentendu. Beaucoup d'Européens, dont la France, parlent d'autonomie stratégique. Je trouve que c'est une erreur. Le vrai problème de l'Europe, ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Le vrai problème de l'Europe, c'est la souveraineté. Et qu'est-ce que c'est que la souveraineté à mes yeux? C'est de décider d'abord entre nous, entre Européens. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un colloque souverain entre Européens. On n'a pas exprès invité d'Américains pour discuter entre nous de l'avenir des relations transatlantiques. Et si en toute souveraineté, les Européens décident qu'ils sont d'accord à 90% avec les Américains, tant mieux. Et si en toute souveraineté, les Européens décident qu'ils sont en désaccord avec 10% de la politique américaine, assumons-le. C'est ça, je crois, l'objectif. Et je voudrais terminer par une citation, non plus de Jacques Delors, mais de Joseph Borrell, qui est aussi un ami de l'Institut et aujourd'hui le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne. Je cite, « La victoire de Biden ne permettra pas aux Européens de remonter le temps. La confrontation entre la Chine et les États-Unis va définir le monde de demain. Et dans ce monde, nous, Européens, n'avons pas à choisir un camp. Nous devrons défendre nos propres intérêts, comme disait Frank Sinatra, My Way, à notre façon. » Merci beaucoup. Oui, bonjour, je vous prie de patienter quelques instants, le temps que Madame la Ministre se connecte et intervienne. Et je la vois à présent à l'écran, donc nous allons pouvoir, je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être des nôtres ce matin. À vous. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Désolé pour cette monde de visioconférence. À partir de l'hôtel à Bruxelles où je me trouve en ce moment, c'est un peu compliqué. Merci en tout cas. Je me réjouis d'être de retour avec la famille de notre Europe, de la Fondation Jacques Delors, de la Fondation Gulbenkian pour cette
ces séminaires sur les relations transatlantiques. On a passé justement hier en revue notre relation transatlantique dans la réunion de ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, dernière de l'année, ou peut-être première d'une nouvelle année 2021 qui se présente plutôt sur les thèmes de la reconstruction des relations extérieures, des reconstructions de la société internationale à la sortie de la crise du Covid-21, mais aussi à l'aube d'une nouvelle administration aux États-Unis. Pour nous, Européens, la relation avec les États-Unis, c'est une relation qui va au-delà de l'amitié ou du partenariat. C'est une alliance stratégique qui s'est tissée au cours des années, qui a des composantes différentes. Il y a une grande composante anglo-saxonne, mais là aussi une grande composante hispanique, comme nous le savons très bien en Espagne, vu une histoire partagée que nous avons aussi avec les États-Unis. Cette relation transatlantique pâtit un déficit sur deux plans. Un déficit des stratégies, d'objectifs, d'agenda commune. Pendant très longtemps, l'agenda commune transatlantique au début du XXe siècle, c'était la lutte contre les totalitarismes. Après, ça a été l'expansion, le travail ensemble pour l'expansion de la démocratie dans le monde. Ensuite, on a travaillé ensemble pour l'expansion de la globalisation. Mais plus récemment, on est sans projet stratégique pour cette relation transatlantique. Mais elle pâtit également pas simplement de l'absence d'une stratégie commune, mais aussi de l'absence d'une manière de faire. Entre des alliés, on doit aussi la manière de faire, la coopération, la coordination, les dialogues, l'entente, les je te donne et tu me donnes est aussi important que l'agenda commun. Et ça aussi, nous avons vu ces dernières années une absence des travaux en commun pour la gestion à la fois de la relation bilatérale, mais aussi pour la gestion de relations internationales plus larges. Alors, quelle devrait être cette relation stratégique transatlantique? Si je devais la décrire, je dirais que notre objectif commun devrait être de réhumaniser la globalisation. La globalisation qui a été une énorme force des progrès, qui a sorti des millions de personnes de la pauvreté, a entraîné aussi des énormes déséquilibres climatiques, déséquilibres sous forme des inégalités, des ruptures, des tensions aussi dans nos systèmes démocratiques qui aujourd'hui mettent en risque les modèles libéraux des démocraties occidentales comme nous les avons construits d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'objectif commun de cette relation transatlantique devrait être de réhumaniser la globalisation, de garder les forces de cette globalisation, de garder la puissance de cette globalisation dans l'économie, aujourd'hui dans les digitales, mais de travailler aussi ensemble pour que cette globalisation n'ait pas les grandes zones d'ombre qu'on a vues apparaître dans nos pays et qui se sont manifestées d'une manière très cruelle pendant cette crise du Covid. Alors, plus concrètement, quel devrait être cet agenda dans l'arrivée de l'administration de Joe Biden aux États-Unis? Il y a trois questions sur lesquelles on va devoir se pencher. D'abord, des questions d'urgence. L'urgence demande aujourd'hui rebâtir, retravailler les multilatéralismes, à commencer par les multilatéralismes dans la santé, autour de l'Organisation mondiale de la santé, pour assurer une meilleure coordination dans la lutte contre la pandémie et pour assurer aussi la distribution du vaccin aux quatre coins du monde.
parce qu'on ne sera pas en sûreté tant que tout le monde le soit. Nous ne saurons pas vaincre le Covid tant que tout le monde ait eu accès à ces vaccins. Donc, nous avons cette première bloc des questions qui sont ce que j'appelle les questions d'urgence autour du multilatéralisme dans les sanitaires, dans les climatiques, autour de l'accord de Paris sur les changements climatiques, à l'Organisation mondiale du commerce, où nous n'avons pas de leaders de cette organisation à cause d'un blocage américain, ou dans des questions de droits de l'homme, vu la sortie des États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, à ces questions d'urgence, s'ajoute un deuxième bloc des questions que j'appellerais questions d'importance. Et là, c'est tout l'agenda bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis, régler des différends commerciaux que nous avons aujourd'hui qui pénalisent nos entreprises, de deux côtés d'ailleurs, chercher la manière de déviser un système de taxation numérique d'une manière coopérative au sein de l'OCDE, trouver une entente pour la protection des données qui sont en réalité la vraie question pour une autonomie stratégique, comme on dit de nos jours. Donc, il y a un énorme agenda dans tout ce qui est les bilatérales avec des questions qu'on devrait régler aussitôt que possible. Et puis, nous avons un troisième bloc de questions en face de nous, de la lutte contre le terrorisme, à un nouveau système international de désarmement, des questions de lutte contre la désinformation, la cybersécurité, tous des aspects qui doivent ensuite se dérouler en relation avec l'Iran, en relation avec Israël et Palestine, en relation sûrement avec la Chine, la Russie ou tant d'autres, Venezuela ou le Sahel, pour ne mentionner que quelques-uns des zones géographiques où cette entente transatlantique doit nous aider à contribuer à la paix et à la sécurité. Donc voilà un peu comment je vois les débuts de cette année 2021 avec cette nécessité de doter la relation transatlantique d'une boussole, une boussole avec des objectifs stratégiques à laquelle devrait s'ajouter aussi une capacité pour l'Union européenne d'être plus assurée, plus forte, plus claire, plus unie. C'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique qui suscite pas mal d'émotions, mais que, vu de l'Espagne, n'est que l'expression d'une volonté pour l'Union européenne d'être un partenaire qui peut avoir son mot à dire dans un monde qui est devenu plus géopolitique. Merci. J'espère, Sébastien, que cela va vous donner un peu d'énergie pour la discussion qui va suivre. Merci, en espérant vous retrouver bientôt en physique à Paris ou ailleurs, pourquoi pas à Madrid, si vous avez envie, dans cette 2021 qu'on espère va arriver bientôt.